18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM. Et place donc au football. Vendredi soir, le FC Sion est rentré avec un point de son déplacement à Thun. Un résultat qui permet aux Sédunois de conserver leur première place de Challenge League et de maintenir les 2 points d'avance sur les Bernois. Et pour débriefer cette rencontre, Yves Bourdin est avec nous en studio. Yves Bourdin, salut. Salut Johan et bonsoir à tous. Alors Yves, on va commencer par se replonger dans cette rencontre de vendredi. Peut-être pour commencer, quel a été ton avis global sur cette partie ? On a vu Sion un peu attentiste en début de partie. On va dire que le premier quart d'heure a été un petit peu compliqué sur la pelouse synthétique de Thun. Et ensuite, le FC Sion a été un peu plus agressif suite au but encaissé. Un peu plus agressif, un peu plus haut sur le terrain. Mais on continue de retrouver ce FC Sion qui est un petit peu à la peine dans les constructions offensives ou à la finition, de la peine à se créer vraiment des grosses occasions. Manque d'entente dans le trio ou quatuor ou je sais pas comment on dit, ou les quatre attaquants devant plutôt, quatuor, voilà, je retrouve le terme. Ça manque d'automatisme, ça manque d'enchaînement pour vraiment faire la différence. Au final, on va dire quand même un bon point récolté par le FC Sion. Il ne fallait absolument pas perdre contre Thun pour rester en tête du classement. C'est chose faite et restera, on en parlera tout à l'heure, il restera 2 matchs à gagner à Tourbillon la semaine prochaine. Alors c'était une question que je voulais te poser, Yves, justement. Le FC Sion qui est mené au score, qui revient. Si on regarde les statistiques, c'est globalement équilibré. Est-ce que le FC Sion doit se dire, comme tu l'as dit, c'est bien, on a pris un point, on maintient cette avance sur le FC Thun qui était 2 points derrière, ou on peut quand même avoir ce regret, est-ce que les joueurs peuvent avoir quand même ce regret de ne pas avoir créé cette petite distance et s'envoler un petit peu au classement ? Ouais, il doit y avoir de la frustration quand même, parce qu'on sentait que Thun était bon, était solide, mais c'était quand même un monorythme tout le temps. On ne sentait pas Thun pouvoir vraiment mettre un coup de collier et puis hausser son niveau de jeu pour vraiment passer l'épaule et faire la différence, contrairement à Sion qui, dans les moments forts, le Sion a su se créer des moments forts, mais n'a pas pu vraiment la mettre au fond, notamment en deuxième mi-temps. 2 fois Zorgic est un poil court pour la pousser au fond, et puis voilà. Et ensuite, en fin de match, le FC Sion avait vraiment le pied sur le ballon. On sentait que quelque chose pouvait arriver ou pouvait naître vraiment de cette domination, on va dire, territoriale. Le FC Thun n'a quasi pas existé en deuxième mi-temps, mais par contre restait très, on va dire, dangereux dans les contre-attaques. Et puis là, quand tu fais 0-0 à l'extérieur sur une équipe qui est deuxième au classement derrière toi à 2 points, tu dois quand même te dire, est-ce qu'on va tout donner pour l'attaque au risque de se prendre un but ? Je pense qu'il y a eu quand même un petit peu de calcul et un petit peu de frein dans l'ambition valaisanne en fin de match. Pour moi, le FC Sion a laissé passer sa chance en tout début de match avec ce but très évitable et en début de deuxième mi-temps où la différence aurait dû être faite. On a aussi vu un FC Sion qui avait retrouvé quand même un petit peu ce 11 de base. On le sait, ces dernières semaines, il y a eu des blessés, des absences, des suspendus. Cette fois-ci, c'était plus ou moins le 11 type qu'a aligné Didier Tolo depuis le début de la saison. Est-ce que ça, c'est aussi important déjà d'avoir eu ce 11 de base pour le match contre Thun et de l'avoir pour ce qui reste à venir ? Ouais, on le dit, ça manque d'automatisme devant, les 4 joueurs devant notamment. Là, avec Berdaïez d'un côté, Souza, Chouaref en soutien de Zorgic, on a envie et on a besoin, j'ai envie de dire, d'avoir des minutes de jeu qui s'accumulent pour ces 4 joueurs pour vraiment créer quelque chose. On a l'impression que les actions offensives du FC Sion viennent d'erreurs adverses ou des latéraux qui peuvent monter. Mais on manque vraiment d'automatisme et pour ça, il faut que les joueurs enchaînent les minutes ensemble et puis gagnent en confiance pour jouer vraiment plus rapidement, économiser la touche de balle en trop qui fait que l'adversaire peut se repositionner, jouer plus verticalement et plus vers l'avant. Alors si on regarde un petit peu en arrière, qu'on fait un flashback, le FC Sion ne perd toujours pas, il reste pas invaincu puisqu'il est perdu contre Thun, mais voilà, ces derniers matchs, ça se passe plutôt bien, mais par contre, c'est surtout 3 nuls, 4 si on inclut le match amical contre Lausanne. C'est un petit peu là le souci, le FC Sion ne gagne plus depuis quelques semaines. Quel est ton avis un petit peu là-dessus ? Ouais, le FC Sion est un petit peu, on va pas dire à l'arrêt, mais depuis le match gagné à Bellinzone 2-1, aussi un petit peu par les poils, j'ai envie de dire, le FC Sion accumule les matchs nuls. Donc le FC Sion ne perd pas, c'est déjà bien. Thun est parti à la faute aussi 1 ou 2 fois, heureusement, mais derrière ça revient aussi assez fort avec Stade Lyonnais qui sera l'adversaire de Sion mardi. Donc on peut pas se permettre non plus de se contenter de ces matchs nuls. Et pour moi, la différence, elle ne se fait pas surtout devant. Sion reste quand même très solide
solide derrière, malgré les 3 buts encaissés contre Vaduz à Tourbillon. Et voilà, donc la base défensive est solide, malgré les différentes absences de Ziegler, notamment ces derniers, le match, sauf erreur, à Haro. Voilà, donc il faut continuer à être solide derrière et puis espérer que devant, ça passe un petit peu avec plus d'animation offensive. Arrêter d'être les 4 joueurs devant sur la même ligne, se placer vraiment entre les lignes, jouer plus verticalement et comme j'ai dit avant, de manière plus directe pour vraiment surprendre l'adversaire qui, condition, est souvent très regroupé en phase défensive. Alors tu l'as déjà évoqué, c'est un petit peu le thème qui va arriver, c'était savoir comment le FC Sion va un petit peu pouvoir s'améliorer, qu'est-ce qu'il peut changer. Avant peut-être de redire 2-3 mots là-dessus, je propose juste qu'on écoute des propos de Nouma Lavanchi, défenseur du FC Sion. On a manqué de qualité, on a manqué de mouvement avec ballon. Surtout parce que défensivement on a fait les efforts, mais avec le ballon on a manqué un petit peu de créativité, un petit peu de mouvement et ça crée un petit peu des matchs où il y a beaucoup de mauvaises passes, où il n'y a pas beaucoup de phases de possession et voilà, c'est un peu dommage. Voilà ce que disait Nouma Lavanchi, notamment au micro d'Hugo da Custodia à la fin du match vendredi. Alors il a repris certaines choses que tu as évoquées, Yves. Du coup, tu partages son avis. Pour toi, c'est vraiment là-dessus, sur l'animation, qu'il faut progresser. Clairement, entièrement d'accord avec Nouma Lavanchi. C'est vraiment la partie là, animation et entente dans les actions offensives. Et puis, il a mis un adjectif ou un terme supplémentaire par rapport à ce que j'ai dit, c'est la partie déplacement et mouvement devant, parce qu'il faut effectivement du mouvement et des solutions de passe aux porteurs du ballon, et c'est ce qui manque souvent. Donc quand on a les milieux de terrain, que ce soit Kabak-Alman, Souza ou Bua ou Balthazar, souvent on prend le ballon, il n'y a pas de mouvement devant, etc. On s'arrête, pied sur le ballon, puis on repart derrière et on fait tourner. On a de la possession, mais ça manque vraiment de rythme pour surprendre l'adversaire. Alors on sent que tu n'es pas forcément entièrement convaincu. Quand on parle à Didier Tolo, il nous dit parfois que les médias, nous, on met un petit peu la barre très haute, voire trop haute. Quelle est ton analyse là-dessus ? Est-ce qu'on a tendance à mettre des exigences trop hautes ou pas ? En écoutant Didier Tolo après le match de Thun, je trouve qu'on est très d'accord parce qu'il a dit lui-même que le match a été mauvais de la part de ces hommes et on m'avait fait réagir déjà le week-end dernier sur ces propos et je pense que le point de vue est assez partagé avec Didier Tolo. Tout n'est pas à jeter. Le FC Sion est en tête du classement avec 2 points d'avance, mais on reste un petit peu sur notre faim tout en se contentant des points, des matchs nuls et des victoires peut-être. Allez, on n'est pas au tennis, mais dire petit bras de temps en temps. Ça fait avancer au classement et ça fait que le FC Sion est premier. Ça, c'est le fond. Et on est très content du fond côté FC Sion parce qu'on cherche une chose, c'est la promotion au printemps prochain. Et dans ce cadre-là, on est plutôt pas mal. Après, quand on parle de la forme, on aimerait toujours voir le FC Sion dominateur parce que quand on regarde le 11 de base du FC Sion par rapport à ses adversaires, le FC Sion doit être dominateur. C'est une évidence. Et des fois, on reste sur notre faim à ce niveau-là. Et puis, on aimerait du football champagne, même si des fois, c'est pas toujours possible, de par l'état du terrain, notamment à Haro. Didier Tolo l'avait relevé. Là, contre Thun, le terrain, c'est un terrain synthétique, donc il n'y a pas d'excuse là-dessus. Pour moi, ça manque de prise de risque ou peut-être de un peu plus d'ambition en phase offensive pour vraiment faire la différence. Mais ça marche à la confiance. On a eu un FC Sion qui était très dominateur quelques matchs, qui a enchaîné les 3-1, 4-1, 4-0 juste après la dernière pause internationale. Et c'est ce FC Sion-là qu'on aimerait retrouver. Les joueurs sont les mêmes, l'entraîneur est le même. Pour moi, c'est dans la tête que ça joue et j'espère que ça revienne sur les 2 prochains matchs qui nous attendent à Tourbillon. Alors la transition est toute trouvée justement, les Valaisans, il leur reste 2 matchs avant la pause hivernale, une première confrontation face au 3e, face au FC Stade Nyonnais mardi, et une dernière face justement au dernier Chafouz vendredi, les 2 matchs à domicile. À quel genre de partie il faut s'attendre puisque le Stade Nyonnais était né au premier mais prouve qu'il fait une belle saison et puis Chafouz commence de plus en plus à gagner même s'il reste pour l'instant dernier. Ouais, 2 matchs difficiles. Il n'y a pas de match facile dans cette ligue, ça c'est sûr. Didier Tolo l'a dit aussi. Chaque joueur qui joue contre le FC Sion, c'est un peu le match de la saison. Jouer à Tourbillon, avec ce que représente dans la tête des footeux du pays, le stade de Tourbillon, c'est le match de l'année. Pour chaque joueur qui se déplace à Tourbillon, il n'y a qu'un déplacement à Tourbillon, il ne faut pas le rater. Ça c'est sûr. Donc que ça soit Chafouz, Baden, Stade Nyonnais ou Bellinzone en face, les joueurs vont jouer tous à 110-115% et les joueurs du FC Sion en face ne peuvent pas se contenter de se dire ouais, sur le papier on est meilleur,
ça va passer. Non, si on se dit ça passera pas, ça c'est sûr. Donc il faudra s'attendre à des matchs compliqués, notamment le match contre Nyon. Nyon, tu l'as dit, néo-promu, mais vraiment la surprise de cette Challenge League. Les Nyonnais caracolent à la 3e place du classement. Donc au niveau des points, c'est 10 points de retard sur l'UF Session. Mais on se rappelle qu'au match aller, il a fallu un but en fin de match de Chipperfield pour passer l'épaule. Et puis on aura des Nyonnais qui seront ultra motivés. Même chose pour Chafouz. Chafouz est dernier du classement, n'a pas le choix que de faire des points pour éviter la relégation. Ça bouge aussi dans les entrailles, on va dire, du FC Chafouz pour créer une nouvelle dynamique. Ça a l'air de prendre un petit peu, vu que ça commence à gagner et à faire des points. Donc, il faut s'attendre à des matchs difficiles. Il faudra une session concentrée à son affaire et chaque joueur à 110% pour passer l'épaule. Et le FC Sion doit viser 6 points en 2 matchs pour passer Noël au chaud et en tête de Challenge League. Bien sûr, on espère toujours le mieux pour le FC Sion, parce qu'en face, Thun aura 2 matchs qui sont assez simples, on va dire, sur le papier, même si je me contredis un peu, parce que je dis qu'il n'y a pas de match simple, mais Thun va jouer Bellinzone et Baden, sauf erreur. Donc, dans une semaine, on peut se trouver au pire avec Sion 2e, avec 4 points de retard sur Thun, ou au mieux, Sion 1er avec 8 points d'avance sur Thun. Donc, tout est possible. Le FC Sion, pour, comme tu l'as dit, passer un hiver au chaud et être tranquille pour la reprise et redémarrer d'un bon pied sans trop de pression, il faut faire 6 points à Tourbillon pour garder au minimum ces 2 points d'avance sur le FC Thun et puis espérer que les Bernois trébuchent sur les 2 prochains matchs. Et puis peut-être encore un mot sur Christian Constantin. On le sait, la situation elle est un petit peu floue, ce qui entoure le FC Sion. On est censé avoir des informations qui devraient tomber la fin du mois, début du mois prochain. Quel est ton avis sur un petit peu toute cette situation-là ? Ça jette un petit peu un flou sur l'avenir du club, j'ai envie de dire. Pour l'instant, on a que le FC Sion qui communique. Le collectif Tourbillon ne communique plus ou pas encore. La ville et le canton, c'est silence radio au niveau des infrastructures. Donc, on a vu dans la presse des jolies photos 3D d'un éventuel futur stade à Tourbillon. On en a vu à Colombey, on en a vu à Martigny, on en a vu à Ried. Donc, est-ce qu'il faut se réjouir ? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je pense que Christian Constantin met un peu la pression sur tout le monde en disant on va demander une licence sans les infrastructures. Donc, on sait d'avance qu'il n'y aura pas de licence qui sera donnée en première instance côté FC Sion. Ça va me donner un peu plus de temps pour négocier avec la commune et le canton. Donc on va dire c'est de la communication pour l'instant, mais pour l'avenir du canton, l'avenir du football dans le canton, il faut vraiment qu'une solution soit trouvée pour que le FC Sion puisse rester dans l'élite et puis avec des infrastructures qui sont à la hauteur des ambitions. Je regardais le match de Lugano contre Winterthur là cet après-midi au Cornaredo qui est en train d'être refait de fond en comble. Tous les clubs de la Ligue ont des infrastructures qui tiennent vraiment la route, des infrastructures modernes. Donc il faut que le FC Sion puisse, on va dire, raccrocher le train et pas que le train des infrastructures parte sans lui. Est-ce que ça se fera avec un nouveau stade ou avec un tourbillon mis aux normes ? Ça, l'avenir nous le dira. Je suis ni architecte, ni visionnaire, ni économiste pour dire ça. La seule chose que je souhaite et que je pense que la majorité des Valaisans souhaitent, c'est un FC Sion au niveau des infrastructures et qui puisse continuer à attirer ces jeunes dans le sport, notamment dans le football, en ayant une équipe en tête de file et puis dans la meilleure ligue du pays. Et puis on va faire un petit passage pour les résultats complets de la 17e journée avec une petite vision sur le classement. Alors pour cette 17e journée, Chafouz s'est imposé 2-0 contre Baden, Stade Nyonnais s'est imposé contre Vaduz 1-0, Thun et Sion, on vient d'en parler, match nul 1 partout, Bellinzone a gagné 1-0 contre Xamax et Haro et Ville ont partagé l'enjeu 1 partout. Ce qui nous donne au classement, on va dire, on a 2 dynamiques, on a le FC Sion qui est premier avec 33 points, juste derrière le FC Thun avec 31 points. C'est un petit peu pour l'instant là que se jouent les premiers rôles. On a Stade Nyonnais qui sera le prochain adversaire du FC Sion qui pointe à la 3e place avec 23 points. Et là, il y a un gros bloc de 4 équipes qui sont égalité avec 20 points. On a Xamax, on retrouve Ville, Haro ou encore Bellinzone. Et ensuite, si on regarde un petit peu vers la fin du classement, 8e, Vaduz 18 points, Baden 9e avec 16 points. Et enfin, Chafouz referme la marche avec 14 points. Mais ce qu'on voit, c'est que le classement, hormis les 2 premiers qui ont créé un petit trou, est relativement serré. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 17e journée, sur ce match entre le FC Sion et le FC Thun. Merci Yves Bourdin d'avoir été en notre compagnie en ce dimanche soir. Merci et bonne fin de week-end. Et on se retrouve comme promis pour évoquer la situation des 3 clubs valaisans, mais pas seulement. Et pour ce faire, je suis en compagnie de notre consultant Dany Gélina. Dany Gélina, bonjour. Oui, bonjour.
Alors on va peut-être commencer par donner un petit peu le classement de Swiss League, juste pour se faire une idée. Ensuite, on va d'abord parler un peu club après club. Alors pour l'instant, Sierre est 5e, Martigny 7e et Viège juste sous la barre 9e. Je propose qu'on commence avec les Sierrois. Les Rouges et Jaunes, cette semaine, pour l'instant, ils ont perdu contre Bellinzone, les derniers. Ils ont perdu contre Winterthur et en ce moment même, ils sont en train d'affronter les Getseka Lions où ils sont en train de mener 2-1 au score. On peut dire que ils sont sur courant alternatif depuis le début de cette saison. Oui, c'est un peu ce qui caractérise aussi pas mal les équipes qui sont dans le classement, c'est-à-dire 5e, 6e, 7e, 8e, un peu le bas. C'est que ça manque de constance. Les équipes, souvent, n'arrivent pas à enchaîner. Et du coup, c'est vrai que si on parle du HCCR, là, c'est vrai qu'ils ont perdu des points précieux contre Bellinzone cette année, qui pourraient les mettre à l'abri très facilement, en tout cas pour une 5e place. Sierre avait dit en début de saison qu'il visait la 4e place. Est-ce qu'au vu de l'effectif, au vu de ce qu'on voit, on peut se dire que c'est jouable ou c'est peut-être un petit peu trop? Parce que là, il commence à avoir un écart qui se crée. Oui, l'écart est fait et de viser ça serait... Bon, je pense qu'il faut y aller, il faut jouer tous les matchs comme ils doivent arriver. Et si sont capables d'aller chercher les points parce que l'adversaire direct à la 4e place commence à tousser, il faut aller chercher la 4e place. Tu as l'avantage de la glace déjà. Pour jouer contre le 5e, c'est pas à négliger. Par contre, il faut faire attention à pas brûler l'équipe, à pas brûler tes premiers joueurs pour justement préparer les playoffs comme il faut. Alors, il faut bien analyser la situation et faire très attention, mais le collectif que le HCCR a aujourd'hui, ça vaut une 4e place, ça c'est certain. Et comment on explique qu'ils arrivent à s'imposer dans des matchs difficiles et dans les matchs face au dernier, une équipe qui perd beaucoup, qui est vraiment décrochée au classement, ils perdent les 2 fois? Oui, des fois, c'est une question de concentration, c'est une question de préparation. On a tendance parfois à dire que certains matchs sont plus faciles et puis le talent va suffire. Et tout à l'heure, vous en avez parlé pour le foot, ça concerne le hockey aussi. C'est qu'il n'y a pas d'adversaire où tu peux patiner sur un patin. Et la deuxième chose, c'est que quand tu joues contre Bellinzone, tu ne sais pas contre qui tu joues. Hein. C'est-à-dire tu peux préparer toute la vidéo que tu veux. Tu n'es jamais certain de jouer contre l'équipe que tu as vue sur la vidéo ou que tu as présentée à ton équipe parce qu'il y a des joueurs qui peuvent arriver et en licence B parce qu'ils jouent beaucoup avec ça. Et du coup, il faut se méfier de qui contre qui tu vas jouer. Et là, c'est ça qui est dangereux. Alors on a ensuite deuxième club, Martigny qui est 7e, mais on va dire au niveau comptable c'est tout proche. Pour l'instant, sans le match de soir, c'est seulement à 2 points. Eux aussi, c'est un petit peu compliqué, une défaite contre Bâle, une défaite contre Viège. Ce soir, ils sont en train de mener 2-0 contre Winterthur. Pendant bien longtemps, c'était le meilleur élève du Valais. Et puis là, ils connaissent quand même une passe assez noire, 8 défaites sur les 10 dernières rencontres. Comment on explique que tout s'est inversé? Oui, le mois de novembre a été difficile. D'ailleurs, c'est pas la seule équipe à avoir eu un mois de novembre un petit peu compliqué. Le retour de la pause, au lieu de leur faire du bien, leur a fait du mal. Ça a coupé un peu le rythme qu'ils avaient pris dans la première partie de championnat. Ensuite, faut quand même pas oublier la perte de Kevin Page dans les buts a déstabilisé beaucoup l'équipe. Ils ont tourné avec 3 gardiens. Et c'est pas évident de trouver une stabilité à ce niveau-là. On sait combien c'est important d'avoir un bon gardien dans la cage qui peut te supporter. Et lorsqu'on regarde les chiffres de Kevin Page, il n'y a aucun gardien qui l'a égalé. Hein. Je crois qu'il était à 1,91 buts encaissés par match. Et c'était énorme. Alors du coup, l'équipe avait trouvé une stabilité et une façon de jouer avec lui dans les buts. Le garçon a été capable de partir et de refaire ce qu'il est capable de faire en Swiss League, en National League. Alors bravo au garçon, c'est parfait. Mais maintenant, Martigny doit trouver une autre manière de jouer avec des gardiens qui jouent différemment. Noah Patnaud est venu en licence B porter main forte. Mais le problème de Noah Patnaud, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de l'année. Alors du coup, il vient aider une équipe qui a besoin de lui. Et lui, il n'est pas prêt parce qu'il a besoin du temps de jeu pour trouver son jeu. Alors du coup, vous voyez, on prend un gardien pour nous aider, mais finalement, le gardien n'est pas tout à fait prêt. Et c'est pas de sa faute, hein, il n'y a pas de temps de jeu. Un gardien a besoin de temps de jeu. Alors l'instabilité dans la cage, plus l'instabilité des joueurs qui partent, qui reviennent. Il ne faut pas oublier que la blessure à Benjamin Bougreau a aussi fait mal. Je crois qu'il y a même Perronou aussi qui est blessé. Alors ça fait beaucoup pour... ça, c'est tout des licences B. Hein. Alors ça fait quand même beaucoup et les joueurs... Tous un petit peu, c'est normal, il manque de constance pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce niveau-là. Si vous évoquez ces licences B, qu'est-ce qu'on en pense? C'est un problème, c'est une bonne solution d'avoir des joueurs qui peuvent venir aider mais qui peuvent à tout moment repartir, ou au contraire c'est un problème puisque ça peut venir perturber complètement l'équilibre d'une équipe? Je suis bien placé pour en parler parce que j'ai déjà vécu ça et ça peut déséquilibrer une équipe très facilement parce qu'un joueur qui s'est entraîné toute la semaine très 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 fort
arrive le week-end pour jouer et qui ne joue pas parce qu'il y a une licence B qui arrive, ça peut déstabiliser, ça fait un joueur qui n'est pas content dans le vestiaire et ça peut vraiment amener un environnement négatif. Après, aujourd'hui, c'est la solution que le HC Martigny a pris pour cette année, j'ai bien dit cette année, parce que le HC Martigny doit se construire et il ne peut pas tout faire n'importe comment et ça prend du financement. Et monter en Swiss League, ça prend du temps, il faut construire, il faut poser les fondations. Alors, c'est le choix qu'ils ont pris, c'est très bien, il faut l'assumer, mais peut-être pas trop longtemps. Et si on se penche maintenant du côté de Viège, qui est le dernier club valaisan, on peut dire que pour eux, la saison, elle a quasiment pas commencé. Jusqu'à cette semaine, c'était très compliqué. Là, pour le moment, ils sont sur 2 victoires. Une, justement, contre Winterthur, une contre Martinet. Pour l'instant, ils sont en train de mener face au leader Holten 1-0, à voir si ça va se poursuivre. Mais comment on explique que le HC Viège, qui a quand même des ambitions très élevées, se retrouve avant-dernier et vraiment dans le dur? Oui, non, ça, c'est vraiment c'est une énigme. À chaque fois, on se pose les mêmes questions. Là, maintenant, ils commencent à enchaîner. Ils l'ont fait un petit peu aussi au mois de novembre. Ils ont enchaîné 3-4 victoires d'affilée. Après ça, ça a recommencé. Je gagne, je perds, je gagne, je perds. Il y a une inconstance complète au niveau de ce groupe. C'est difficile à trouver pas l'énergie, mais parce qu'ils l'ont, hein, mais c'est vraiment la stabilité, elle est compliquée. Là, maintenant, ils ont aligné. Ça faisait longtemps, parce que je crois qu'ils avaient aligné dans les 6 ou 7 derniers matchs. Je gagne, je perds, je gagne, je perds, je gagne, je perds. Et quand tu vas aller chercher des points, la chance qu'ils ont, c'est que Winterthur a fait un très mauvais mois de novembre. Et du coup, en allant chercher quelques points, ils se rapprochent de la zone des séries éliminatoires. Et là, ça va peut-être amener un environnement un peu plus calme autour de l'équipe et peut-être plus serein aussi. Et peut-être les amener à passer un mois de décembre, en tout cas la fin décembre et janvier, de meilleures factures parce que ça va leur prendre une bonne préparation pour préparer les playoffs, ça c'est sûr. Vous l'aurez compris, les 3 clubs valaisans et même de façon plus globale, entre le 9e et le 5e, c'est relativement serré et tout peut basculer en un match. Ce soir, tout peut basculer. C'est un gagne. Admettons, en sachant que Sierre a un match en main, si Sierre perd les points ce soir et que Martigny et Viège gagnent, Martigny passe devant et Viège se rapproche. Et on va aussi prendre quelques minutes juste pour changer un petit peu de thème et parler d'un moment qui a été difficile. Le 28 octobre dernier, Adam Johnson est mort après avoir eu la gorge tranchée à la suite d'un coup de pintin. Un drame qui a ébranlé le monde du hockey sur glace, qui a engendré des discussions où on a dit avec un protège-cou, ça aurait pu être évité. Et là, on l'a vu ces derniers temps, par exemple en Allemagne, en France, on vient de dire maintenant à partir de la saison 2024 dans les ligues, il faudra mettre un protège-cou. Pour ce qui concerne les équipes nationales féminines et masculines en Suisse, c'est la même chose. Quel est un petit peu votre avis sur ce protège-cou? À mettre. Et je suis bien placé pour en parler. Dans mon jeune temps, ça fait très, très, très longtemps, quand j'étais junior, parce que c'était en 1986 exactement, quand le drame s'est passé sur la glace, parce que moi, je l'ai vécu en direct. Sur la glace, j'ai joué contre un jeune joueur, j'étais junior, j'avais 20 ans, comme joueur de 20 ans, et un jeune joueur avait été appelé dans l'après-midi à 17 ans. Son premier match junior, toute sa famille, ses grands-parents étaient dans les gradins. Et malheureusement, ça a été son dernier match de hockey. Et derrière tout ça, j'ai fait la pub justement pour les protège-coups au Québec. Alors du coup, moi, je suis pour. C'est même pas une discussion. On devrait même pas en discuter. Je pense qu'on devrait prendre ses responsabilités et le porter. Surtout qu'aujourd'hui, la technologie, elle est bonne. C'est plus que ce que c'était il y a 20 ans, les protège-coups. Alors, je pense que sincèrement, encore une fois, pour l'avoir vécu, et l'ai vécu 2 fois, je l'ai vécu en tant que joueur au Québec, et je l'ai vécu à Lausanne avec Jérôme Bonnet qui a reçu un coup de patin, et heureusement qu'Urban Lembacher était là pour tout de suite mettre sa main pour éviter le pire. Alors oui, non, 2 fois ça suffit, pas 3. Et quand on entend que certains joueurs disent mais ça impacte la façon de joueur, on n'a pas envie pour ça. Non, c'est comme si vous me dites que la visière impacte le niveau de jeu du joueur. Aujourd'hui, les Finlandais l'ont porté très souvent, ils l'ont porté au championnat du monde, puis ils ont gagné la médaille d'or au championnat du monde. Alors je vois pas qui ça peut empêcher de jouer au hockey un protège-cou, surtout avec la technologie d'aujourd'hui. C'est pas vrai. Et pourquoi alors on le voit en Allemagne, en France, ça change, et là on l'a entendu en Suisse pour l'instant, ils veulent laisser ce choix, ils ne veulent pas pour l'instant l'autre. Vous avez remarqué que la Suisse, on attend toujours que les autres le fassent, puis on le fait après. On n'est jamais précurseur, on attend toujours. Je ne sais pas pourquoi on attend une décision aussi importante que celle-là et aussi facile que celle-là. Alors, je ne connais pas peut-être tous les points juridiques, je fais peut-être une erreur, mais il me semble que si moi j'ai 2 enfants et que je suis joueur de hockey, je ne me pose même pas la question.
Eh ben, merci Dany Gina d'avoir évoqué tous ces thèmes avec nous en ce dimanche soir. Bonne fin de soirée à vous. Merci à vous. Et du ski alpin pour terminer cette émission et pour débriefer les différentes courses du week-end. Je suis en compagnie de notre consultant Didier Bonvin. Didier Bonvin, bonjour. Bonjour Johan, bonjour tout le monde. Alors on va essayer de poser le contexte un petit peu avant de se plonger dans toutes ces courses. Depuis vendredi, les femmes, elles étaient à Saint-Moritz en Suisse, alors que les hommes étaient eux à Val d'Isère en France pour le week-end. Et on va peut-être commencer avec les femmes. Jeudi, il y avait un Super G et Lara Gut est montée sur la 3e marche du podium. Lara Gut, j'ai envie de dire, qui continue d'être finalement un petit peu la leaduse de cette équipe de Suisse et la locomotive. Oui, je pense que chez les femmes, c'est le cas. Donc, sans Lara Gut, ce début de saison, ce serait extrêmement difficile. Donc, elle a commencé sur les chapeaux de roue en gagnant à Sölden. Et ensuite, sur sa lancée, elle a continué à gagner. Elle est toujours là en G1. Je pense qu'en Super G, elle est toujours présente. Donc, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt en ce début de saison chez les dames. Ouais, Lara Gut qui est déjà à 4 podiums. Comment on explique un petit peu que ça se passe bien pour Lara Gut et que derrière, de base, il y avait quand même pas mal de relève de niveau, mais là, c'est un petit peu plus compliqué cette saison. Bon, Lara, il faut savoir que c'est d'abord une grande championne. Elle a prouvé sur plusieurs années qu'elle était capable de gagner, d'être au top. Donc là, je crois que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, l'équipe, elle marque un petit peu le pas cette année. On a une série d'athlètes qui sont capables de skier entre 20 et 30 ou alors juste la qualification. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est insuffisant. Donc je pense qu'il y a quelques retouches à donner. Et puis, pas se reposer sur les lauriers grâce aux résultats de Lara ou alors quelques résultats de Wendy Holdner. Et puis le samedi, il y a eu une descente qui a été remportée par Michaela Schifrin avec ensuite comme première Suissesse Michelle Gizin qui était sauf erreur 8e. Globalement, là aussi, c'était un petit peu compliqué et pourtant, c'est une autre discipline. Oui, on avait Souter, on avait Gut, on avait Gizin qui était capable de monter sur la boîte. Cette année, je dirais en vitesse, en descente, ça se passe un peu moins bien. Mais bon, c'est une première descente. Je crois qu'il faut pas paniquer. Le travail qui était réalisé pendant l'été, l'automne était bon. Je crois que ça a été dit et redit. Donc, je pense qu'il faut attendre un peu. Il faut savoir que Saint-Maurice, les conditions étaient je dis pas, elles étaient quand même assez difficiles, peut-être irrégulières pour certaines. Donc, attendons un tout petit peu de voir, mais je crois qu'il faut pas paniquer. Et puis ensuite, il y a eu le Super G d'aujourd'hui qui a été annulé, mais ça, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Et donc chez les hommes, 2 courses étaient au programme ce week-end avec un géant et un slalom. Et puis seul le géant a pu se disputer samedi et c'est l'inévitable Marco Odermatt qui s'est imposé avec une marge assez importante, près d'1 seconde sur le deuxième, près d'1 seconde et demie sur le troisième. Est-ce qu'il faut s'attendre à nouveau déjà cette saison à voir un Marco Odermatt survolé ? Oui, sincèrement, je pense qu'il faut compter sur lui. Donc, il a fait une extraordinaire saison passée. Et là, il a travaillé d'arrache-pied pendant tout l'été et l'automne, soit en conditions physiques, soit au niveau des skis. Donc, à l'entraînement, ils étaient 2 à jouer les premiers rôles. C'était Loïc et lui. Mais il a prouvé qu'en course, c'est vraiment une bête de course. Il est capable, même en faisant de quelques fautes assez graves, de rester devant et de gagner avec près d'1 seconde d'avance. Donc, je pense qu'en G1 et en vitesse aussi, on pourra vraiment compter sur lui cet hiver. Alors chez les dames, on a Lara Gut qui porte un petit peu cette équipe de Suisse, Wendy Holdner en slalom. Du côté des hommes, c'est plutôt Marco Odermatt, mais il y a aussi Loïc Meillard qui est très polyvalent, qui performe. Et sur cette discipline, il a pris finalement la 6e place. Il est encore 3e au terme de la première manche. Il termine 6e, c'est un bon résultat. Oui, je pense que c'est un bon résultat. Loïc a prouvé donc en G1 aussi qu'il est capable d'aller sur le podium. Peut-être... il jouera la 2e, 3e place, mais il est capable de jouer le podium. Il était 3e à la première manche. Il a démontré du bon ski sans plus. Donc on l'a vu vraiment à l'aise sur le premier parcours, même avec un peu de réserve. Donc la 2e manche, il fait quelques fautes. C'est une piste vraiment très, très, très difficile. On a vu que pratiquement tous les coureurs ont fait des fautes. Sa faute lui a coûté un peu plus de temps que les autres. Mais Loïc, soit en G1, soit en slalom, je crois qu'il est vraiment au top et il faut compter sur lui. Ouais, Loïc Meillard qui en tant que valaisan fait vraiment des bons résultats depuis quelques temps. Est-ce que vous voyez, vous, un autre valaisan qui pourrait aussi bien performer cette saison ? Alors évidemment, il y aura le slalom, mais peut-être déjà dans cette discipline. Oui, en G1, en 2e valaisan, ce sera difficile. Maintenant que Murisier a plus ou moins laissé tomber le G1, ce qui est dommage. Je pense qu'annoncer avant l'hiver que
cette discipline-là, ça devenait compliqué et qu'il allait faire le point à Noël. Donc c'était déjà un petit peu abdiqué avant l'heure. Maintenant, si Murisier n'est plus là, donc je pense qu'en tout cas au niveau des Romains, en G1, il va falloir compter que sur Loïc, bien sûr. Par contre, en slalom, là, il y aura des possibilités. Alors en slalom, oui, on a eu un beau slalom à Gourguel. C'était une belle course, une nouvelle piste, et on a vu quelques résultats. Bon, on a vu la Wunder Team qui revient au premier plan avec les 3 premières places, mais Yule, enfin les résultats d'équipe entre Yule, Tsenezern, et je crois que l'équipe elle est toujours là. Je pensais pas que Yule allait jouer vraiment le leader encore cette année. Tsenezern a très bien terminé l'année passée. Et puis bon, on a un Ernie qui se cherche un tout petit peu. On a un F, Rocha. Donc on a quand même une équipe de slalom. Mais tout n'est pas facile. Et on se rend compte que les autres nations s'entraînent très très bien. Et les Autrichiens, quand ils reviennent, voilà, ils ont marqué des points. Ils ont peut-être remis certaines choses en place. Mais la Suisse a toujours une équipe de slalom. Et quand on parle de slalom, eh bien celui d'aujourd'hui, il a été annulé, lui aussi, à cause des mauvaises conditions, et on va en parler maintenant. Alors si on regarde chez les hommes, on va dire le tableau il est un petit peu compliqué. Pour l'instant, 9 courses auraient dû se disputer, et seulement 2 ont pu avoir lieu. Il y a eu 7 annulations, c'est quelque chose d'assez incroyable. Seul le slalom de Görgel et le géant de ce samedi ont pu se dérouler. Chez les femmes, c'est un petit peu moins catastrophique, mais on a quand même 3 annulations sur 10 courses. Déjà, première question, est-ce que ça peut avoir un impact énorme sur la saison, sur le classement général, puisque il faut pouvoir toutes les replacer? Ouais, ça va être difficile de remplacer toutes les courses. On sait qu'on a un calendrier extrêmement compact et il est difficile, en tout cas au niveau des épreuves techniques, de les remplacer. Maintenant, la FIS va essayer par tous les moyens quand même de les remplacer. Donc je dirais qu'au niveau du classement général, ça va peut-être pas trop d'incidence. Par contre, au niveau de la préparation des athlètes, c'est quand même compliqué. Donc, je prends l'exemple de Loïc Meyer qui se déplace aux États-Unis au dernier moment après un entraînement de slalom qu'il a voulu faire ici en Suisse. Pour rien, finalement, il va à Biver. Il fait 2 jours de ski, enfin il essaie de faire 2 jours de ski, il revient pour rien. Donc c'est clair que ça peut, au niveau de la fatigue, influencer, en sachant qu'au bout, il n'y a pas de course. Mais je crois que les coureurs, quand même, ils ont l'habitude. En tout cas, peut-être pas le polyvalent qui fait toutes les disciplines, qui lui vraiment a une surcharge de travail, mais les autres ont quand même le temps de se préparer. Et puis s'il n'y a pas de course, souvent il y a un entraînement qui va le remplacer, donc il garde un rythme de façon à rester performant. Mais c'est compliqué, et je dirais que ce début de saison, c'est incroyable, parce que pour la clientèle qui skie, c'est un début de saison extraordinaire. Les gens ne comprennent pas qu'avec beaucoup de neige, des conditions comme ça, il n'y a pas de course. Mais finalement, pour la compétition, c'est compliqué, dans le sens qu'on a du vent, on a eu de la pluie, on a eu trop de neige, on a eu vraiment des conditions extrêmes. Alors, ce qu'on doit espérer, c'est que ça se stabilise un tout petit peu, puis que les organisateurs trouvent quand même un peu plus de facilité, parce qu'en ce moment, organiser des courses, quel que soit le niveau, c'est vraiment compliqué. Parce que là, on peut dire qu'on vit le pire début de saison en termes d'annulation de l'histoire du ski alpin, en tout cas de l'histoire du ski alpin récent. Ouais, c'est un paradoxe, parce qu'on vit le pire des débuts de saison avec beaucoup de neige. Donc on devrait normalement peiner lorsqu'il n'y a pas de neige. Et bien voilà, c'est un petit peu la situation. On sait que le ski, on le pratique à l'extérieur, on est tributaire des conditions atmosphériques. Et en ce moment, on a 3 jours de beau, je dirais des températures assez fraîches. Et ensuite, ça repasse à la pluie, ça repasse au vent. Donc on a vraiment confronté à toutes ces difficultés. Comment on gère ça aussi en tant que coureur? Quand vous l'avez dit avant, on se déplace, on va pour disputer une course, on ne peut pas la faire, mais au-delà de s'être déplacé, de la fatigue, du temps qu'il faut, il y a aussi le manque de rythme, puisque finalement, on n'a pas de compétition pour se jauger. Oui, déjà, je pense que la première chose qu'un athlète doit se dire, je perds pas de l'énergie pour rien, je ne veux pas me poser la question si c'est bien ou mal, si la course elle est annulée à raison ou à tort. J'essaie de rester dans ma bulle, je reste concentré. Et puis, il faut savoir que les entraîneurs, dans tout l'entourage, essayent de compenser ce manque de ski, ce manque de rythme. Donc, par exemple, Val d'Isère, aujourd'hui, ça a été annulé. Ça se trouve que les entraîneurs vont trouver peut-être 1 jour ou 2 d'entraînement la semaine prochaine pour compenser et garder le rythme. Mais c'est clair que c'est quelque chose de très particulier, et peut-être les coureurs qui ont beaucoup d'expérience en Coupe du Monde maîtrisent ces situations plus facilement que les jeunes qui débarquent, qui viennent et qui perdent un peu d'énergie parce qu'ils essayent de savoir pourquoi, et puis finalement ça leur sert à rien.
Pour les polyvalents, par exemple, comme Loïc Meillard, comme Marco Dermatt, on sait que ça peut aussi être compliqué après quand les courses vont être replacées, parce qu'ensuite, il peut y avoir un coup 4-5 courses à la suite, ça peut être un problème. Alors ça, c'est clair que c'est un problème, c'est une surcharge de travail, et en même temps, si c'est une surcharge de course, où il faut être vraiment au top dans toutes les disciplines, ça c'est vraiment difficile, et c'est clair que si on passe d'une discipline à l'autre, surtout, on passe des disciplines techniques à la vitesse, ou vice-versa, sans entraînement, là, c'est compliqué. Donc, encore une fois, le grand champion, c'est celui qui est capable de maîtriser ces situations. Et puis, on était plutôt habitué à des annulations, comme vous l'avez dit avant, plutôt avec le réchauffement, pas de neige, trop de chaleur, une neige impraticable. Cette année, c'est droit à l'inverse. Il y a trop de neige, il y a des conditions, on va dire, hivernales, vraiment comme on pourrait le souhaiter. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est à cause peut-être du dérèglement climatique, ou bien c'est vraiment pas forcément lié à ça cette saison? Oui, sûrement qu'un peu le dérèglement climatique, mais je pense que c'est aussi au niveau de la préparation des pistes pour le niveau Coupe du Monde. On est devenu très très exigeant. Donc il faut que les pistes soient parfaites, en tout cas je dirais pas du premier au dernier coureur, mais en tout cas pour les premiers. Il ne faut pas qu'elles se dégradent, et il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, bon ça c'est logique. Et puis après il y a le côté brouillard, il y a le côté, il y a différents facteurs qui entrent en ligne de compte, mais c'est vrai que maintenant au niveau de la Coupe du Monde, les exigences sont tellement hautes, donc tellement importantes, qu'il n'y a plus de place pour l'à peu près. Donc on est venu à tous les niveaux professionnels, et ça complique aussi un petit peu la tâche des organisateurs. Si je prends l'exemple de Val d'Isère, hier la piste était très très difficile, elle était skiable, donc il n'y avait pas trop de problèmes. Et aujourd'hui, un jour après, avec je pense un peu de pluie pendant la nuit, apparemment elle était les termes c'était piste défoncée, donc elle était plus pas praticable. Après c'est toujours le jury qui estime si la piste elle est encore praticable ou pas, mais je crois que le jury décide toujours dans l'intérêt des coureurs, et moi je remets pas en question ces annulations finalement. Est-ce que très rapidement il faut s'inquiéter pour la suite, il faut peut-être changer 2-3 choses? S'inquiéter, se poser la question, oui, comment peut-être trouver des solutions pour je sais pas, être peut-être un petit peu moins exigeant, ou alors mais c'est compliqué, c'est toujours la météo qui décide, et ouais, heureusement que c'est pas nous qui décidons la météo. Et c'est sur ces mots que s'achève cette émission. Merci à Didier Bonvin d'avoir été en notre compagnie en ce dimanche soir. Merci. Bonne soirée à vous, et puis merci aussi à Mathis qui s'occupe de la technique, du bon déroulement de l'émission. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, vous remercier d'avoir été à l'écoute de Rhône FM en ce dimanche soir. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. 18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM.